Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Yves Quéré, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne occidentale et directeur de l'UB Open Factory, donc, qui est un laboratoire ouvert d'innovation qui a été créé en 2015. Je remercie donc Horatio de m'avoir invité à cette conférence. Donc, je ne suis pas du tout développeur, mais on travaille beaucoup avec des développeurs dans notre espace et c'était intéressant j'ai compris que c'était un petit peu l'idée de ce keynote, de rencontrer aussi les différentes communautés autour des communautés de développement. Et donc c'est pour ça que je suis là ce soir. Donc je ressors juste d'un marathon créatif de 3 jours. Là, il y a 10 minutes, j'étais encore à peu près encore là-bas. Donc il faut que je me chauffe un petit peu. Donc excusez-moi pour le démarrage. Donc l'objectif de ma présentation, c'est de présenter un peu l'environnement Fab Lab pour ceux qui ne connaissent pas, et en particulier donc, ce qu'on a monté sur Brest là, il y a 5 ans. Donc globalement, l'Open Factory, c'est un laboratoire ouvert d'innovation donc multidisciplinaire. Donc l'objectif principal, c'est de faire la transversalité. On n'est pas spécialisé, bien qu'on a quelques laboratoires thématiques. Donc on s'est inspiré du modèle des Fab Labs et des espaces collaboratifs. Donc on propose des activités d'accompagnement de l'innovation à travers du prototypage numérique, à travers donc des outils de créativité, du développement de projets, impact positif et d'événements collaboratifs, type marathon créatif par exemple. Donc là, on voit des illustrations ici de notre espace et des exemples de projets qu'on a pu réaliser. Globalement, si je devais donner 4 mots sur notre espace, ça serait expérimenter, apprendre, partager, capitaliser. On s'est monté sur trois bases de projets. Donc le Fab Lab, un projet donc, de territoire qui s'appelle le Fab City, qui est un projet international qui a été lancé par l'Institut d'architecture avancée de Catalogne en 2014 avec le MIT. Brest est rentré dans ce réseau en 2017. Il y a aujourd'hui 38 villes dans le monde qui sont Fab City. Donc pour nous, c'est relocaliser la production sur un territoire dans tous les domaines, que ce soit l'alimentation, la fabrication d'objets, l'énergie, etc. Donc ça nous donne un contexte transversal, des objectifs à l'échelle de 2054, donc d'avoir au minimum 50% de production locale sur le territoire, donc basé sur des outils d'économie circulaire par exemple. Et un autre projet donc, qui vient du ministère de l'économie qui s'appelait Disrupt Campus, qui avait pour objectif de travailler sur les transitions et d'accompagner des entreprises, des associations et des étudiants sur l'innovation dans ce contexte-là. Donc c'est nos 3 projets. Donc comme j'ai dit, on a 4-5 ans d'existence là maintenant. On est un service général de l'université avec une vocation à être autonome financièrement. Donc, on est comme une petite entreprise dans l'université. On a eu notre premier vrai local en 2017 avec une antenne sur Quimper qui est spécialisée dans l'agroalimentaire. Donc, on a été lauréat de l'appel à projet Disrupt Campus de BPI France en 2018. Aujourd'hui, donc en 2020, on s'agrandit sur Quimper sur un espace de 100 mètres carrés. On va avoir un local supplémentaire à Bellevue de 450 mètres carrés qu'on partage avec le département art de l'UBO. Et on a un projet d'antenne à Morlaix parce que l'université est répartie sur les 3 villes, Brest, Morlaix et Quimper. Donc aujourd'hui, on est quasi sur un modèle économique stable. Globalement, notre modèle économique, il est basé sur 5 types de recettes. Le développement de projets collaboratifs en réponse à des appels à projets, la formation intégrée dans les maquettes des étudiants, des prestations de prototypage, donc c'est l'accompagnement sur les machines à commande numérique, sur l'utilisation des espaces, l'accompagnement technique, et puis on fait de la prestation d'accompagnement de l'innovation et de la formation continue. À titre d'exemple, on va inaugurer en mars-avril un accompagnement de 4 ans de la Fondation ELIT sur le médico-social et de la formation continue en plus. Donc globalement, les compétences qu'on a développées se situent sur le prototypage numérique, donc tout ce qui est communauté open source, donc basé sur le libre, les Creative Commons, et les communautés physiques Fab Lab qui sont réparties dans le monde, les communautés d'innovation en termes de méthodologie de co-création, tout ce qui est innovation ouverte, donc tout ce qui facilite du coup la création en collectif, l'intelligence collective, la créativité et les enjeux des transitions numériques, écologiques et sociétales. Donc dans quel monde on développe des projets et dans quel monde ils seront utilisés demain. Globalement, notre objectif général, c'est de développer des compétences transversales, développer une économie locale et durable, donc passer d'un mode un peu consommateur à un mode maker.
Aujourd'hui, on est 10 dans notre équipe, dont 8 sont donc on est tous à temps plein et 8 sont payés sur nos recettes. Donc on est 10 personnes. Donc ce que j'ai dit, voilà, on est répartis sur trois villes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un Fab Lab, je fais très rapidement. Hein. Donc ça a été créé dans les années 2000 avec la démocratisation de la machine à commande numérique à travers cette imprimante 3D inventée par le MIT, donc qui était utilisable par tous. Ensuite, ça a été augmenté par d'autres machines à commande numérique et aussi l'électronique et l'informatique open source que j'expliquerai, donc qui permet aujourd'hui non plus juste de transformer de la matière en une forme 2D ou 3D, mais aussi de faire l'électronique et de l'informatique embarquée. Et c'est aussi un espace physique, un lieu ouvert où on peut partager. Donc voilà, on va avoir des communautés du coup numériques et des communautés physiques. Donc très rapidement, hein, en gros, on veut réaliser cette pyramide à gauche là, qu'on dessine sur un logiciel 3D classique, et puis on le slice, la machine vient l'imprimer couche par couche et on obtient notre objet. Donc aujourd'hui, n'importe qui, en quelques jours, sans être du domaine technique, peut fabriquer un objet. Et c'est ça qui est intéressant. On retrouve cette culture de la fabrication qu'on perd au fur et à mesure des années. Donc, ce qui permet du coup de faire un peu plus de transversalité. Il n'y a plus que les gens qui bricolent, qui peuvent fabriquer, et aussi des gens qui sont dans les sciences humaines. Et c'est ça la force du projet. Donc, d'autres exemples de machines à commande numérique, la découpe laser qui permet de faire du packaging, par exemple, ou du fraisage numérique, ou la découpe vinyle. Et puis enfin, l'électronique open source, donc avec un microcontrôleur Arduino, et puis des cartes Raspberry, donc qui nous permettent de faire des micro-ordinateurs qui peuvent être du coup embarqués dans des systèmes sans utiliser d'ordinateur. Voilà globalement les grands outils qu'on trouve dans un Fab Lab. Ce qui est intéressant, c'est pas l'outil en lui-même, c'est le fait qu'il soit générique, qu'on retrouve les mêmes partout dans le monde. Et du coup, au même titre que l'informatique open source, je peux partager mes plans quand c'est des formes, mais je peux aussi partager mes codes que je mets dans mon Arduino ou dans ma Raspberry. Et du coup, un objet électronique, informatique que j'aurais fabriqué ici, aujourd'hui, il sera fabricable demain dans un autre Fab Lab, dans n'importe quel pays, sachant que les Fab Labs, il y en a des milliers dans le monde. Donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'open source hardware, grâce à ces machines et ces cartes électroniques et informatiques. Maintenant, donc, je vais illustrer un petit peu ce qu'on peut en faire de ces machines. Donc, j'illustre avec nos activités du coup à l'Open Factory, donc qui s'inspire de ce qui existe déjà aussi. Donc, on ne refait pas tout de zéro, c'est aussi l'intérêt. Donc, on s'est inspiré du projet Precious Plastic, qui est une communauté qui est née aux Pays-Bas, donc avec un entrepreneur qui a décidé de hacker la filière du recyclage des plastiques en créant des machines open source, donc des broyeurs et puis des presses, par exemple, pour pouvoir fabriquer du plastique et en faire d'autres choses. Donc là, aujourd'hui, en 3 ans, il a réussi à créer une communauté d'environ 100 000 contributeurs dans le monde pour améliorer les machines, par exemple. Donc ça, on a eu un financement région là, pour le développer pendant 2 ans, avec la société EcoAction Plus qui est à Bourg-Blanc, qui fait de la collecte de déchets industriels, notamment des gobelets plastiques, par exemple, qu'on trouve partout dans les entreprises. Et l'objectif, à terme, c'est de créer une usine sur Brest de transformation des plastiques pour en faire des objets nouveaux, qui doivent être, du coup, compatibles avec d'autres matériaux. L'idée, c'est pas de continuer à utiliser du plastique. L'idée, c'est que cette nouvelle filière de retransformation soit compatible avec des bioplastiques également. Un autre exemple de projet, donc c'est on travaille beaucoup sur les objets connectés, il y a beaucoup de besoins, etc. Et puis c'est un petit peu compliqué de tester ces besoins. Donc on a décidé avec une entreprise de créer une plateforme, un nouveau service, une plateforme de test d'objets connectés open source. Donc l'objectif, c'est de ne pas être limité par la technologie. Chacun peut venir tester son besoin avant d'aller sur une solution commerciale, par exemple.
Donc, je veux tester n'importe quel type de capteur, n'importe quel type de protocole de communication. Si je suis en mer et que je veux coupler une communication satellite avec autre chose, je peux le faire jusqu'à du capteur jusqu'à la visualisation de la donnée, en passant par le data center qui va récupérer toutes les infos. Et l'idée, c'est de connaître un petit peu tout le parcours de la donnée, les coûts que ça va avoir avant d'aller faire un choix, puis aussi surtout tester le besoin au départ, donc l'usage du projet. Donc voilà un exemple. Ensuite, un petit exemple que je trouve très intéressant, c'est donc dans les principes de co-création. Donc là, j'ai parlé beaucoup de numérique, mais on n'est pas toujours obligé de savoir utiliser un ordinateur pour fabriquer des choses. On peut créer une communauté autour de soi. Donc là, avec un designer qui s'appelle Edgar Flo, donc on a accompagné la partie technique de la fabrication de planches de surf pour personnes à mobilité réduite. Et donc, ils ont modelé, avec la pâte à modeler, les formes qu'ils souhaitaient avoir par rapport à leur handicap. Ça a été scanné, travaillé dans un Fab Lab pour avoir les formes en grand, et puis après adapté donc à l'usage pour un surf. Donc, j'ai une petite vidéo que je montrerai rapidement tout à l'heure. Et donc là, on a vraiment une communauté physique, des outils numériques qui ont été utilisés. Un autre exemple de système embarqué, c'est un planctoscope avec un Raspberry qui collecte de la donnée. Pays de l'oncle Sam, on va retourner en Amérique latine, puisque on rentre au Mexique. Tiens Guillaume, je te ramène le pourton frais du jour. Depuis 10 ans, sur toutes les mers du monde, Colomban et ses collègues ont effectué des dizaines de milliers de prélèvements de plancton pour faire l'inventaire de toutes les espèces et tenter de comprendre le rôle écologique de chacune. Un travail de fourmi qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls. Les chercheurs ont besoin de l'aide du grand public. Pour ça, ils ont développé cette petite machine, le planctoscope. Faut vraiment qu'on essaye la goutte d'eau là-dedans. Thibaut y travaille depuis des mois. Aujourd'hui, il le teste pour la première fois. Faut venir voir la crevette en entière là. Et la qualité, c'est vraiment... Bah, c'est pas trop mal. Hein. Ah ouais, magnifique. Ouais. Franchement, c'est cool. Hein. Donc, ce qu'il faut voir là-dedans, le challenge, c'est pas l'outil technologique, c'était de faire un objet qui soit à moins de 300 €, qui puisse être déployé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, qui puisse être utilisé par une communauté. Donc, du coup, il fallait qu'il soit le plus ouvert possible, que chaque Fab Lab puisse le réaliser, donc pas trop technique non plus, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Et ce qui est intéressant aussi dans l'open source, là, on parle de produit, on parle plus de prototypage, c'est que, du coup, si je fais en sorte que mon objet ne soit pas industrialisé, donc c'est chaque Fab Lab dans le monde qui le produit, j'ai pas de problème d'exportation, j'ai pas de problème de centre de production, etc. Donc j'ai des inconvénients, bien sûr, parce que j'ai moins de... Je ne peux pas optimiser un objet qui soit normalisé tout le temps. Ça va dépendre de la personne qui va l'assembler. Donc, il faut que je fasse du calibrage, etc. Mais j'ai d'autres avantages à côté. Un autre exemple qu'on a fait avec le CHU à Brest donc pour le traitement de l'anévrisme. Donc, on a utilisé de l'impression 3D ici, de matériaux flexibles, élastiques même, pour pouvoir, maintenant qu'on a accès au scan 3D des patients, on peut concevoir un modèle 3D avant chaque opération sur lequel donc, le chirurgien peut s'entraîner. Donc là, c'est l'imagerie 3D du modèle, en fait, avec le petit fil dedans. Donc le médecin s'entraîne sur quelque chose de beaucoup plus réel et prend de meilleures décisions, a priori, pour pouvoir faire son opération. Donc du coup, le projet était suffisamment avancé pour qu'on imagine là maintenant déployer un mini Fab Lab dans le CHU pour pouvoir, du coup, que ça soit inclus dans un process pour chaque patient. Un exemple qui illustre aussi ce que je trouve être le bon parcours utilisateur dans un Fab Lab. Donc là, on travaille avec Ifremer actuellement sur la réalisation d'un petit labyrinthe, un jeu tout simple. Et l'idée, c'est que n'importe quel utilisateur qui va utiliser ce labyrinthe se rende compte du parcours de la donnée scientifique, de la collecte à l'ouverture de la donnée en open data, par exemple, en appréhendant les différentes difficultés, la longueur d'un parcours, les risques de perte de données, etc., à travers un jeu.
Donc là, les personnes d'Ifremer, du coup, sont venues se former dans le Fab Lab pour fabriquer l'objet par elles-mêmes, plutôt que ça soit une prestation de fabrication. Donc le fait qu'elles se forment à le faire par elles-mêmes, elles voient à peu près les capacités de réalisation, et elles ont de meilleures idées pour pouvoir définir leur cahier des charges et fabriquer l'objet. Donc c'est vraiment le fait de venir et faire soi-même qui est important là-dedans. L'autre chose, c'est que quand on a un objet physique à montrer, donc quand elles sont revenues chez Ifremer, elles ont pu discuter avec cet objet matériel qui n'était plus un petit PDF qu'elles avaient fait au départ. Et ben, les chercheurs ont dit « Ah ouais, mais non, mais là, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. La donnée, en fait, c'est un peu plus long, c'est différent. » Du coup, on a une meilleure représentation même des chercheurs après du parcours général. Donc voilà, se représenter les choses par un objet matériel, c'est vraiment intéressant, pédagogiquement. Un autre exemple dans le domaine culturel, donc un projet qu'on a fait avec la compagnie de danse Moral Soul, qui était un des premiers objets qu'on a fait, qui a été vraiment utilisé donc sur 19 représentations en 2019 là, sur Brest. Donc, il y avait pour objectif de faire un spectacle qui questionnait la relation entre l'humain et la machine. Et donc, cette lampe interactive a été faite avec une Kinect, et puis pour faire de la reconnaissance faciale, pour savoir à quelle danseuse je faisais une chorégraphie pendant le spectacle. Qu'est-ce qui était intéressant là-dedans, au-delà du spectacle, donc un artiste qui ne connaissait pas forcément tous les outils numériques, donc a pu déjà appréhender un premier usage et imaginer de nouveaux spectacles à partir de ça. La deuxième chose pour nous, universitaires, c'est donc tous les étudiants, les personnes qui ont pu s'impliquer sur le projet. Donc, par exemple, un des étudiants était un étudiant d'électronique, il me semble, donc qui était en 2e année, je crois. Et donc après avoir fait ce projet, il s'est dit, mais en fait, c'est pas l'électronique que je veux faire, c'est de la robotique. Donc il a décidé de finir son L3 à l'UBO et puis de partir faire un master de robotique. Donc il a changé son parcours grâce à cette expérience-là. Et en plus, il s'est dit, bah, je veux rester dans le domaine culturel pour trouver un travail après, quoi. Donc voilà, aussi au-delà du produit, du projet, il y a aussi des humains, des parcours qui sont intéressants parce qu'il y a des nouvelles rencontres improbables. Parce que pour nous, à l'université, en électronique, moi je suis électronicien, donc je connais. En gros, nos étudiants, on les envoie chez Thales ou des boîtes comme ça après, quoi. On ne se dit pas qu'ils vont pouvoir aller travailler ailleurs, quoi. Un autre parcours utilisateur, donc ça c'est un personnel administratif. Donc on a travaillé donc, sur l'ergonomie de son bureau. En fait, elle avait un handicap à la main. Et donc après un parcours classique d'une personne, d'un salarié dans une entreprise, donc elle se fait aider, il y a un ergonome qui vient, qui aménage son espace, et puis il manquait encore tout un tas de choses, quoi. Et donc, à l'initiative du service RH, elle a pu venir expérimenter les 20% qui manquaient, et on a tout repensé avec des outils de créativité son espace, qui a créé quelque chose d'intéressant, c'est que toute l'équipe de son service, enfin une partie de l'équipe en tout cas, est venue co-créer le projet avec elle. Ça a créé une cohésion d'équipe, ça a créé une nouvelle organisation du service avec un projet qui était aussi plutôt matériel au départ, quoi. Un autre exemple de projet, donc là c'est quelque chose qui a été fait dans un marathon créatif. Donc c'était du maquettage cartographique
donc physique. L'objectif, c'est de venir faire des cartes donc, à partir de machines à commande numérique. Donc là, c'est une carte qui fait à peu près 1 mètre sur 80 cm, avec de la découpe laser, donc des tranches qui sont collées les unes sur les autres, et de venir y ajouter de la carte numérique projetée. Donc là, c'est une carte géologique qui a été projetée sur la carte physique et amener une nouvelle relation à la carte physique. Je peux tourner autour de la carte. Donc là, on y était encore tout à l'heure sur la 2e édition. Donc, on faisait des cartes interactives avec du vidéo mapping, avec ce genre de choses. Donc là, on commence à toucher vraiment la connexion entre les développeurs, les artistes, les électroniciens, les gens qui sont sur les machines. Donc, ça devrait vraiment super chouette. Donc voilà quelques exemples de marathons créatifs qu'on organise. Donc, il y avait les maquettons, le Science Sac Deck et notre marathon créatif annuel pour le Fab City. Donc, très, très large, comment améliorer la ville donc sur Brest. Et puis, un marathon qu'on a fait 3 fois, là, le Aquaton, donc travailler sur les thématiques de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui qu'on a fait aussi donc, à Abidjan en fin 2019. Donc, atelier de création d'instruments océanographiques open source. Donc là, c'est un filet à plancton et un microscope électronique à smartphone. Sachant que tous les chercheurs qui l'ont fabriqué là-bas à Abidjan l'ont utilisé dès le lendemain. Donc c'était au centre de recherche océanologique d'Abidjan parce qu'ils n'avaient pas de microscope. Et là, pour 5 €, on avait le microscope qui faisait des photos et sur lesquelles on pouvait les utiliser tout de suite après. Donc voilà pour la première partie de ma présentation qui était plutôt axée sur l'aspect fabrication. Ensuite, donc sur le Disrupt Campus, donc il y a toute une méthodologie qui est nécessaire pour accompagner les projets. Donc, on a monté ce projet-là. Et aussi de connaissance des transitions. Dans quel monde on vit, le numérique, il évolue comment, pourquoi, l'écologie, comment je fais pour avoir un projet qui a un impact le plus faible possible environnemental, et c'est quoi le lien avec le domaine sociétal, c'est quoi le lien avec l'emploi, avec l'éducation, avec le bien-être. Et donc, c'est important de pouvoir se représenter tout ça quand on développe un projet. Donc, on a monté des formations avec des partenaires donc, qui sont ici The Corner, des designers et des experts en intelligence collective. Donc avec pour objectif de sensibiliser aux enjeux de la transition numérique, écologique et sociétale, former aux méthodes agiles, accompagner les projets d'innovation et de transition. Donc voilà, on a tout un programme, je vais pas les faire tous, mais donc des conférences, des journées de formation aux transitions, des accompagnements de projets, ateliers de co-design, etc. Donc tout ça, c'est toute l'année 2020 en ce moment. Donc je peux montrer que, par exemple deux parcours utilisateurs. Je vais montrer 2 petites vidéos rapidement. Donc ça, c'est la fondation IL10 donc, qui a fait le parcours en 2019. Moi, je suis responsable de la recherche et développement au sein de la Fondation IL10, qui est un acteur de santé finistérien. Alors, la Fondation a un terrain favorable à l'innovation, mais on a eu le besoin d'accélérer ce processus d'innovation en se formant avec l'Open Factory. Déjà, le Disrupt Campus m'a apporté une ouverture d'esprit par rapport aux outils, aux méthodes qu'on peut employer au cours des ateliers de co-création d'intelligence collective. Ça m'a permis également d'aborder certains outils numériques que l'on n'utilisait pas jusqu'alors, qui nous permettent de favoriser la création d'espaces-temps qu'on n'a pas forcément en entreprise. Cette formation permet également d'ouvrir les yeux sur la co-création et sur l'approche multipartenariale, d'être en capacité d'identifier des acteurs qui peuvent participer à nos projets de création. Voilà, donc pour terminer, je vérifie la présentation. Ouais, c'est ça, c'est là. Globalement, l'état d'esprit, c'était ça. Hein, c'était aujourd'hui, donc c'était la vision de l'innovation qu'on porte. Aujourd'hui, on ne prend pas le temps d'explorer, expérimenter. C'est dur. On est toujours dans la production, dans ce qu'on doit faire tous les jours. Donc, garder du temps pour faire autre chose, c'est vraiment très difficile. La plupart du temps, quand on essaye de co-créer des choses, on est en réunion, on passe 2 heures et puis on fait 2 heures tous les mois.
Donc c'est très difficile de cadrer des espaces-temps d'innovation pour réfléchir et surtout réfléchir en groupe. Donc du coup, l'idée c'était pour nous de réfléchir un peu plus profondément à qu'est-ce que c'était l'innovation de manière à développer des stratégies cohérentes. Donc pour nous, l'innovation c'est à la fois un processus, donc des conditions qui sont favorables à l'innovation, que ce soit des outils de créativité, des environnements, des communautés, mais c'est aussi un résultat. Qu'est-ce que je veux avoir en termes d'innovation? Est-ce que je parle que d'innovation technologique? Est-ce que je parle d'innovation d'usage, d'innovation sociale, etc. Donc c'est important de se donner des bons objectifs de manière à développer la bonne stratégie de processus d'innovation. Deuxièmement, quand j'innove, quand je travaille sur mon espace-temps d'innovation, là je suis en train d'expérimenter, je travaille pour demain, pour dans 5 ans, pendant 10 ans ou pendant 2 ans. Et donc, il faut que j'imagine que mon innovation, si elle est vraiment nouvelle, il n'y a peut-être pas de case qui va exister pour pouvoir implanter mon innovation. Donc, en gros, si j'invente un carré et que j'avais un rond, il faut que je fasse rentrer un carré dans un rond, ça va être difficile. Donc, il va falloir aussi que je pense à créer des carrés pour amener mon innovation. Donc, c'est aussi administratif, c'est aussi humain, l'innovation. Voilà, donc je vais juste terminer par la petite vidéo d'un projet que j'ai trouvé très intéressant, donc du designer Edgar Flo, sur lequel on a pu contribuer. Moi, j'ai trop hâte d'essayer ma planche. Il y a eu le dessin, après il y a eu le modelage, le Fab Lab et la planche. Dessiner c'est compliqué et avec mes tremblements, j'aurais peut-être pas réussi. Dans le détail, bah oui, c'est vrai que moi, comme je suis côté gauche, je suis faible en fait. C'est pour ça que j'ai mis plus de mousse à gauche et moins à droite, parce que du coup, à droite, j'ai plus de force qu'à gauche. Donc j'ai que le bras droit qui fonctionne. On a mis un petit système sur la planche pour... Voilà, donc ça illustre aussi un parcours de co-création que je trouvais très intéressant. Voilà, donc ce qui conclut ma présentation. Donc l'Open Factory, c'est ouvert. Donc si vous voulez faire des visites, n'hésitez pas. Donc toutes les informations sont disponibles sur notre site internet. Merci beaucoup.